Bonsoir et bienvenue dans la suite de ce Mediapart Live avec un troisième débat consacré à la Turquie après la victoire d'Erdogan. Dimanche dernier, il y avait en effet un double scrutin en Turquie, une élection présidentielle et des élections législatives. Alors, malgré une campagne inéquitable, comme l'ont raconté beaucoup de journalistes, eh bien, Recep Tayyip Erdogan a réussi à gagner à nouveau et dès le premier tour, comme on va le voir dans un petit tableau tout simple qui vient de Wikipédia, qui résume les résultats de cette élection présidentielle. Et on voit très bien donc, comment M. Erdogan a réuni plus de 50% des voix dès le premier tour avec ses concurrents loin derrière. On pourra revenir sur le détail de ces résultats plus tard dans l'émission. Avec nous pour débattre de ces résultats, justement, nous recevons trois invités sur ce plateau. Ahmet İnsel, tout d'abord. Vous êtes un ancien professeur d'économie, vous êtes chroniqueur au quotidien Cumhuriyet. Dont les journalistes d'ailleurs ont été l'objet de poursuites de la part du régime, de la part de la justice turque. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui est La nouvelle Turquie d'Erdogan. C'était bien avant ces élections-là. Et le sous-titre, c'est Du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Avec nous aussi Nora Chény, vous êtes historienne, vous êtes professeure à l'université Paris 8, à l'Institut français de géopolitique, et on peut lire beaucoup de vos articles dans la revue Hérodote. Et enfin, Yohannan Benaïm, vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université Paris 1, spécialisé sur la politique extérieure, et vous êtes aussi co-directeur d'un collectif de chercheurs sur la politique internationale, un collectif qui s'appelle Noria. Je vous remercie à tous d'être présents. La première question que je voulais vous poser, elle concerne une sorte de décalage. Et donc, c'est une sorte de remise en cause un peu pour les observateurs que nous sommes, ou en tout cas ce qu'on a entendu comme récit dominant. C'est-à-dire que la campagne turque a été documentée de telle façon qu'on a compris que la campagne de Erdogan, du pouvoir, était assez poussive. Il avait du mal à rassembler du monde dans ses meetings, alors que celle de ses opposants, notamment le principal, İnce, était visiblement très dynamique. Et ça a fait dire à beaucoup de gens, voilà, il y a vraiment des mécontentements. Il est possible que Erdogan soit contraint à un deuxième tour. Et évidemment, ça ne s'est pas produit. Donc, est-ce qu'il y a une faille dans la façon qu'on a d'observer ce qui se passe en Turquie? Est-ce qu'on manque? Est-ce qu'on ne regarde pas les bons indicateurs? Ouais, c'est ça ma question. Où se situe la faille pour les observateurs? Je commence par vous, Ahmet İnsel. D'abord, la première faille par les observateurs se trouve exactement comme dans le cas de Brexit en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a au niveau des médias, au niveau des organismes qui font des sondages d'opinion, il y a un biais fondamental que, d'ailleurs, il nous avait averti quelques jours avant les élections, même quelques semaines avant les élections. Il y a une rétention d'informations de la part des sondés. Et dans le cas de la Turquie, les agences, la plupart des agences, et dont un que je connais bien et qui est fiable, nous avait dit, vous savez, auparavant, il fallait qu'on frappe 3 portes pour avoir une réponse. Maintenant, nous sommes obligés de frapper 10 à 12 portes pour avoir une réponse. Donc déjà, il y a plusieurs raisons pour ce facteur. Il y a deux raisons qui viennent. D'un part, nous sommes dans un régime autoritaire, très policier. Nous sommes dans un régime où émettre des avis d'opposition critiques vis-à-vis d'Erdogan peuvent être sujets à des procès, puisqu'il y a des milliers de procès ouverts contre des personnes qui ont envoyé des tweets sur les médias sociaux. Donc, du coup, les gens ont intériorisé une certaine peur et ils ne font pas confiance sur l'impersonnalisation potentielle. Donc, du coup, rétention d'informations. Et puis, deuxième facteur, c'est qu'une partie des gens qui vont voter pour AKP ou le parti d'extrême droite, parce qu'en fait, il faut voir que la majorité, ils l'ont obtenue grâce aux voix du parti d'extrême droite. Erdogan est élu
avec le soutien du parti d'extrême droite nationaliste, le mouvement... Je vous coupe un instant, peut-être qu'on peut voir le deuxième tableau sur les élections législatives qui justement compte par parti. Par parti, oui. Voilà. Et donc là, on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a... 42,5% pour le parti Justice et Développement, 11% pour le parti d'extrême droite nationaliste. Ils formaient une coalition. Ils formaient une coalition, donc ils arrivent à 53% à peu près. Et Tayyip Erdogan était le seul candidat de son camp. Le parti d'extrême droite nationaliste n'avait pas présenté de candidat et ils avaient appelé leurs électeurs à soutenir. Donc, autrement dit, aux élections législatives, la coalition a obtenu 53,5% et aux élections présidentielles, cette coalition a obtenu 52,5%. Et parmi les électeurs, et la surprise principal pour nous, c'est le résultat, non pas d'AKP, qu'on attendait à ce qu'il perd 4, 5, voire 7 points, 10 points dans certains cas. Il a perdu, par rapport aux élections précédentes de novembre 2015, 7 points. Mais, en même temps, tous les sondages, tous les constats sur place montraient, ou nous donnaient l'impression que le parti d'extrême droite nationaliste, comme il y avait une dissidence dans cette partie, il y avait le bon parti avec Mme Akşener qui avait créé une dissidence, était passé dans l'opposition à Erdogan, et en emportant une partie importante des cadres de ce parti et des électeurs de ce parti, on pensait que les deux réunis, c'est-à-dire le Parti de Justice et Développement et ceux qui restent du Parti d'Action Nationaliste, n'arriveraient pas à atteindre les 50%. La surprise, c'est le résultat du Parti d'Action Nationaliste, le MHP. Au lieu de 5-6%, nous avons vu tout à l'heure, ils ont eu 11,5% et ils ont voté massivement pour Erdogan. Et les sondeurs nous disent, j'en ai discuté ce matin avec quelques amis qui sont dans les organismes de sondage, ils disent effectivement, on constate qu'une partie des gens qui sont dans MHP sont des électeurs un peu honteux. C'est-à-dire que quand on leur demande leur avis, ils disent « je suis indécis ». Mais ils ne disent pas qu'ils vont voter. Je suis indécis parce qu'ils sont un peu gênés par leur vote vis-à-vis de Erdogan parce que ce n'est pas leur candidat, leur parti ne participe pas aux élections. Il faut reconnaître que le Parti d'Action Nationaliste, c'est aussi un facteur que je pense qu'on doit étudier dans sciences politiques, dans sociologie politique. C'est un des rares partis en Turquie qui n'a quasiment pas fait de campagne, n'a quasiment pas fait de meeting. Le président de ce parti a fait 3 apparitions au total. Et assis dans leur siège, ils ont obtenu 11,5%. Ça, c'est phénoménal. Donc, c'est déjà pas mal d'éléments. Donc, du coup, ce que nous avons vu dans la rue, c'était l'opposition. Et il y a un troisième facteur, et je termine, il y a un troisième facteur, c'est que comme la totalité des médias, et surtout la télévision, est sous contrôle du pouvoir, soit directement par le biais de télévision publique, soit indirectement par le biais des télévisions privées proches du pouvoir, le seul moyen d'information et de contact avec les candidats d'opposition, c'était la rue, les meetings. D'où la participation massive dans les meetings. De la rue. Avant d'entendre nos autres invités, je précise juste, c'est dans un article de Nicolas Cheviron dans Mediapart, il rappelait que le temps d'antenne cumulé du camp Erdogan AKP sur les 3 chaînes publiques pour la campagne était de 181 heures. On passe à 15 heures seulement pour le CHP ING, c'est-à-dire son principal opposant. Et ensuite, c'est des poignées d'heures ou des poignées de minutes pour les autres candidats. Donc ça donne une idée de l'inéquité du temps de parole. Nos 2 autres invités sur cette question-là. Je suis d'accord. Sur le biais que vous percevez dans l'appréciation de l'opinion en Turquie, vous n'avez pas tort, mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas seulement de l'extérieur. Les Turcs eux-mêmes sont totalement à côté de la plaque, je dirais, quand ils pensent à tout ça. Tout ce que Ahmed disait est tout à fait exact concernant les sondages, les proportions, la non-participation, etc. Tout ça est vrai, mais il y a quelque chose qui est massif, qui est structural et qui est la polarisation dans la société qui a été instaurée par Erdogan.
il y a toujours eu des classes sociales, un peu les laïcs d'un côté, les autres de l'autre, etc. Mais là, à partir des années 2010, Erdogan a assigné ses électeurs à une identité religieuse, islamiste, etc. Et cette société-là, nous ne la connaissons pas. Je veux dire, la partie laïque ne la connaît pas, ne la fréquente pas et ne lise pas cette presse que Erdogan contrôle. Elle n'est jamais lue par les laïcs, les gens ne se mélangent pas. Et du coup, ce qu'on perçoit comme, par exemple, un phénomène tout à fait nouveau, l'apparition d'Inge comme un rockstar sur la... Voilà, ça aveugle. C'est une espèce d'aveuglement, c'est une espèce de volonté de prendre ses rêves pour ses désirs pour la réalité. Et surtout, il y a toute cette ignorance, que l'on le veuille ou non, avec les études, avec les enquêtes et tout ça, une ignorance réelle de chacun des deux camps, le camp laïque et le camp religieux, les uns des autres. Ils ne se connaissent pas et les enquêtes sont faites par les élites, sont lues, sont interprétées par les élites. Voilà. Bon. Yohann Benaïm. C'est de la même manière qu'on a, disons, pas vu venir cette victoire-là, de la même manière, il faut faire attention à ne pas avoir des biais dans la lecture des résultats. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas avoir une victoire absolue, parce qu'en fait, cette victoire, elle est en trompe-l'œil, comme le rappelait Ahmet Insel, autant qu'une victoire de l'AKP, ou si ce n'est autant du moins la vraie surprise, c'est les scores du MHP, du Parti d'action nationaliste. Oui, le fameux parti d'extrême droite allié à Exactement. Erdogan. La question, c'est comment expliquer ce décalage. On a une grande partie des votants qui sont des primo-votants. Or, les jeunes votent principalement en Turquie pour le parti kurde, mais aussi pour le Parti d'action nationaliste. Deuxièmement, on a aussi des catégories populaires qui sont les premières victimes de la crise qu'elles mettent sur le dos de l'AKP. Et ça peut expliquer aussi le décalage qu'il y a entre les scores de 2015 et les scores qu'on a aujourd'hui, à savoir que, premièrement, l'AKP perd 2,5 millions de votants, mais en plus, il les perd dans les plus grandes villes de Turquie et même dans ses bastions. La ville de Rize, qui est la ville d'origine de Recep Tayyip Erdogan, on voit l'AKP qui perd 10 points de vote. Mais ce n'est pas seulement Rize, c'est aussi les fameux tigres anatoliens. Konya, c'est environ 15 points. Gaziantep, c'est 11 points. Donc ce sont des villes où on voit l'AKP, le vote AKP s'effriter, et au profit de qui ? Au profit du MHP. Donc on a en fait une espèce des transferts de voix qui sont extrêmement intéressants. Alors si ce n'est le transfert de voix, en tout cas, c'est parce que ce n'est pas forcément les mêmes électeurs, bien entendu. On a ces dynamiques-là. Donc le MHP vient gratter, vient grignoter l'électorat de l'AKP. Et troisième élément pour expliquer ce vote de l'extrême droite, qui totalise, et c'est quand même important de le rappeler, 20% si on compte le MHP et le bon parti des dissidents, on arrive à environ 20%, ce qui est énorme. Plus que 20. 21. Exactement. 21,5. Exactement. Si on ne compte bien entendu que ces deux partis-là, puisque sur beaucoup de sujets, l'AKP est à des positions pareilles, voire même CHP. On a un spectre politique qui est dominé par des positions d'extrême droite. Or, comment expliquer ça ? À mon avis, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que le retour de la guerre contre le PKK, à partir de 2015... Le PKK, précisé pour le PKK, qui est la guérilla kurde contre laquelle l'État turc est en conflit depuis 1984. À partir de ce moment-là, vous avez la réactivation d'un discours nationaliste qui vient légitimer la destruction des villes dans le sud-est, la criminalisation du parti kurde et de l'opposition en général, favoriser la montée de l'autoritarisme et surtout légitimer des invasions extérieures qui vont soutenir la campagne électorale de l'AKP. On l'a vu notamment à partir de janvier dernier avec la campagne d'Afrin. Alors, merci pour vos réponses qui donnent déjà beaucoup d'éléments. On va retrouver par Skype Jean-François Pérouse qui doit être en direct d'Istanbul. Bonsoir Jean-François, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, bonsoir. Bonsoir, donc très bien. Je vous présente... À mes amis et collègues sur le plateau, que je ne vois pas. Vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes le co-auteur d'un livre avec notre correspondant d'ailleurs, Nicolas Cheviron, un livre intitulé « Erdogan, nouveau père de la Turquie ». Alors,
comme vous êtes sur place, la première question, elle est très simple. Quel est le climat que vous sentez? Est-ce qu'il est un peu différent des précédents scrutins que vous avez connus à Istanbul, et en particulier dans les rangs, dans les milieux de l'opposition? Est-ce que vous sentez un abattement particulier cette fois-là? Un abattement, certainement, mais autant qu'un abattement, une inquiétude, une incertitude quant à la forme que va prendre cette super présidence, ou cette hyper présidence. Inquiétude quant à l'état d'exception, va-t-il être prolongé ou va-t-il être levé? Mais alors du côté du parti disons républicain du peuple, malheureusement, il y a une espèce de repli. L'inquiétude se transforme en crise interne, et on ne voit plus bien les enjeux nationaux. Les enjeux deviennent des enjeux, disons, internes au devenir, au parti, et relatifs à son devenir et à son leadership. Mais aussi, on sent quand même dans l'opposition une certaine apathie, même s'il y a cette consolation du barrage franchi par le HDP, qui est quand même une consolation importante. Le parti kurde. L'inquiétude, elle est due à... on ne vous entend plus, il faut faire quelque chose avec votre micro. L'inquiétude, elle est aussi liée à un nouveau climat qui s'instaure, c'est-à-dire que à cette espèce de libération de la parole de l'extrême droite, une parole qui est souvent menaçante. Alors on a entendu des propos extrêmement inquiétants de la part du ministre de l'Intérieur il y a quelques heures, menaçant directement au téléphone un des leaders du parti HDP. On a entendu les propos d'un mafieux qui est en prison et qui est allé voir d'ailleurs, c'était à peu près sa seule démarche pendant la campagne électorale, le leader du MHP, donc Çakıcı pour ne pas le nommer, annonçant que, ils allaient reprendre du poil de la bête et de l'influence sur le jeu politique. Donc tout ça alimente une certaine inquiétude, incontestablement. Jean-François Perrault, je vous interromps. Alors faites très attention à votre micro pour qu'on vous entende bien. La question que je voulais vous poser pour ceux qui nous écoutent, c'est essayer de comprendre aussi quelles sont les bases sociales, les bases géographiques des différentes forces en présence. Si on se concentre sur Erdogan et ses alliés, concrètement dans la Turquie, où sont leurs zones de force? Alors, quand on regarde la carte des résultats, un peu grossièrement, on a, disons, trois sous-ensembles qui apparaissent. Donc là, la Turquie littorale et occidentale, surtout la côte égéenne, la Thrace, et une partie de la côte méditerranéenne qui est plutôt donc social-démocrate, la Turquie kurde quand même qui s'individualise encore bien, et une vaste Turquie d'Anatolie centrale, de mer Noire, plus conservatrice, plus nationaliste, moins individualiste, moins séculariste. C'est le président d'un institut de sondage, un des seuls à avoir donné des estimations assez justes, donc Bekir Ardır, l'institut de Konda, qui parle des 4 Turquies. Donc la Turquie urbanisée, éduquée, sécularisée. 2, la Turquie kurde. 3, la Turquie donc de Centre-Anatolie et de mer Noire. Et en fait, il ajoute la 4e Turquie qui serait la Turquie de l'AKP, qui fait lien et synthèse entre ces 3 Turquies. Et je pense que c'est pas totalement stupide comme vision. Il faut bien voir qu'il y a ces 20 millions de voix donc de l'AKP, correspondent comme à un bloc sociologique, mais aussi en partie géographique
parfois il s'agit de personnes originaires de ces régions d'Anatolie centrale ou de mer Noire, et que ce bloc est relativement stable et qu'il est entretenu dans une certaine dépendance par tout le système AKP de redistribution de ressources. N'oublions pas que 40% des ménages en Turquie continuent à vivre au jour le jour, et donc sont des ménages qui sont dans la dépendance du système social de l'AKP qui les tient en quelque sorte à la gorge. Alors, Jean-François Pérouse, je citais tout à l'heure le titre de votre livre qui était intitulé « Erdogan, le père de la nation, point d'interrogation ». Quel est, avec ce résultat, cette victoire à nouveau, quel est l'agenda d'Erdogan? Quel est son but? Est-ce qu'il va vraiment chercher à remodeler la société, à devenir à son tour un père de la nation, comme l'avait été Mustafa Kemal, qui est le père fondateur de la République dans les années 20? Comment vous lisez ce moment? C'est une consécration pour lui. Il est rassuré et donc garanti de terminer sa carrière politique au plus haut. Donc, ce moment pour lui, c'est un triomphe, mais enfin qu'il négocie assez, pas modestement, mais prudemment, et qui marque effectivement disons, l'avènement de ces nouvelles, disons, forces sociales au cœur du système politique turc, mais un avènement qui est toujours mis en péril par à la fois des évolutions sociétales, et on voit bien dans certains des bastions de l'islam politique, le vote AKP n'a pas été aussi fort que lors des scrutins précédents, donc des évolutions sociétales, mais aussi des tentations, comme celle notamment de l'extrême droite, ce qui fait que le triomphe est indéniable, mais c'est un triomphe qui est pondéré par une inquiétude, même quant à la durabilité et disons, de la position atteinte. D'accord, merci Jean-François Pérouse. J'avais une petite dernière question, si vous pouvez me faire une réponse courte sur un sujet peut-être un peu polémique. C'est vrai que parfois, dans certains écrits en Europe, en France, Erdogan est parfois décrit comme une sorte de nouveau sultan. On parle beaucoup de son désir de restaurer un passé ottoman glorieux. Est-ce que c'est des références, selon vous, qui sont utiles, qui aident à penser le projet Erdogan, ou est-ce que c'est un peu à côté de la plaque? À mon avis, c'est pas très, très utile. On a un usage de l'histoire par Recep Tayyip Erdogan, qui est habile. Enfin, il y a la fameuse claque ottomane, et on entendait dans les rues d'Istanbul le 24 au soir les foules de Kasım Pacha qui montaient fêter la victoire sur la place Taksim, et avec une chanson qui évoquait cette claque ottomane. Mais ça reste un petit peu du folklore. Cette histoire, elle est mal connue. C'est simplement, elle est utilisée de manière biaisée pour justifier des ambitions et des rêves de puissance très présents et très contemporains. Merci beaucoup Jean-François Pérouse d'avoir pris le temps de nous parler en direct d'Istanbul par Skype. Merci à vous. Je me tourne à nouveau vers nos invités. Erdogan gagne, reste président, mais il reste président avec une nouvelle constitution qui lui donne énormément de pouvoir. Vous allez pouvoir le détailler. Donc, dans quel régime on va se trouver? Comment on peut décrire ce régime turc? Est-ce que c'est encore une démocratie avec plein de limites, plein de réserves? Est-ce qu'on est face à un régime autoritaire? Pire que ça, Ahmet İncelci, dans votre livre, à un moment, le sous-titre, c'est « Une dérive autoritaire », mais il y a l'expression « régime dictatorial » dans les derniers chapitres, ce qui concerne la période la plus récente. Peut-être on commence à nouveau par vous et puis ensuite nos autres invités. Bon, je pense qu'on va beaucoup discuter dans les mois qui vont venir en fonction des pratiques qui vont se concrétiser de cette nouvelle constitution qui concrétise, qui consacre le pouvoir d'un seul homme. C'est vraiment le pouvoir d'un seul homme. C'est-à-dire que le président de la République élu au suffrage universel, à partir d'aujourd'hui, à partir de 24 au soir,
à partir du moment où il prend ses fonctions dans cette nouvelle configuration, c'est-à-dire il va prêter serment, je crois, le 8 juillet au Parlement. À partir de ce moment-là, le président de la République, il est l'unique chef de l'exécutif. Il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement au sens que nous avons l'habitude de l'avoir en Turquie depuis des décennies ou en France. Il y a des secrétariats de la présidence qui font office du ministre. Ce sont des personnes nommées par le président de la République et ils sont responsables exclusivement vis-à-vis du président de la République. Autrement dit, le cabinet, le gouvernement, si on peut appeler ça un gouvernement, c'est un gouvernement, mais c'est un gouvernement de la présidence et il n'y a pas de vote de confiance du Parlement, etc. À telle enseigne que si jamais des ministres, des secrétaires d'État, des secrétaires de la présidence sont nommés parmi les députés, ils perdent leur mandat. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, c'est que ce président de la République, avec le changement de la Constitution, depuis l'année dernière, il peut être en même temps membre du parti et chef de parti. Il est chef de parti actuellement. Et comme il dispose de la majorité parlementaire, bon là, il ne dispose pas de la majorité parlementaire, mais c'est pas loin. La majorité parlementaire, c'est 300 députés, ils en ont 294. Comme il dispose de la majorité parlementaire via la coalition avec le Parti d'action nationaliste, il contrôle aussi le législatif, puisque toute l'action de législatif, c'est sous contrôle de son parti. Et lui, il est chef de parti. Il est chef de l'exécutif, il est en même temps chef de législatif. Et les nominations dans les hautes juridictions se font parfois à parité, parfois différentes modalités, mais se font par le Parlement et par le président de la République. Alors imaginez cette configuration où... Oui, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs. D'ailleurs, il le revendique. Il ne cache pas. Il dit, c'est quoi cette séparation de pouvoir qu'on a inventée au XVIIIe siècle, au XIXe siècle? C'est une invention des Européennes. Nous avons besoin d'avancer rapidement, avoir des décisions immédiates, sans avoir, et là c'est très pernicieux ce qu'il utilise comme terme, sans avoir les blocages de l'oligarchie bureaucratique. Et sous l'oligarchie bureaucratique, bien entendu, c'est un terme très populiste, en vogue dans cette direction. Alors, comment on peut définir ce régime? D'abord, c'est de l'autoritarisme, mais il y a beaucoup d'autoritarisme. Orban aussi est autoritaire, mais il n'a pas autant de pouvoir que Tayyip Erdogan, du certain. Et Orban, c'est le premier ministre de Hongrie, qui sont d'ailleurs très proches. Et d'ailleurs, c'est Orban qui était parmi les premiers à féliciter le soir du 24 juin Tayyip Erdogan. C'est plus que l'autoritarisme. Le régime prend la forme d'une autocratie. C'est quoi l'autocratie? C'est le pouvoir de l'un. C'est le pouvoir de l'un. Là, nous sommes vraiment dans le cadre du pouvoir de l'un. La seule différence, c'est que les autocraties que nous avons connues dans l'histoire, ce sont des autocraties qui étaient soit par lien de sang, soit par césariste, c'est-à-dire il prend le pouvoir par le biais par sa force, renverse le régime, etc. Là, il y a encore un peu de compétition électorale. Là, il est élu. Il est élu. D'une manière incontestable, il est élu. Est-ce qu'il est élu facilement? En plus, ce n'est même pas de l'élection à la manière de Biélorussie, à la manière des dictatures d'Afrique ou d'Asie centrale. Il est élu ric-rac, il faut le reconnaître, il est élu ric-rac. Il a 52,5% des voix et tous les candidats face à lui, sauf un petit candidat qui a eu 0,2% des voix, tous les candidats face à lui font partie de l'opposition à Erdogan. Donc, face à lui, il y a 47,5% des voix. L'écart entre les deux camps, sur 51 millions de personnes qui ont voté, l'écart entre deux camps, c'est 1,5 million de voix. Donc il faut aussi... Donc ça laisse un espace, c'est ça? Disons qu'il est dépendant quand même de cette légitimité électorale. Est-ce qu'il va continuer à garder cette légitimité électorale? Est-ce que dans 5 ans, on aura les élections? Je ne sais pas. Je pense que la Turquie... La population turque attache beaucoup d'importance à la légitimité électorale. La seule chose, c'est que comme il a tous les pouvoirs,
La compétition n'est pas égale. Voilà, Ce que nous avons vu tout à l'heure pour les médias, mais on voit un des candidats est en prison, il fait campagne en prison, il a eu 8% des voix. C'est le candidat kurde. Le candidat du parti pro-kurde, des centaines ou même des milliers de cadres de ce parti étaient en prison. 80% des maires élus de ce parti sur 102 municipalités étaient en prison. Donc du coup, comment faire des campagnes électorales? Et évidemment, il y a ce que disait Nora, il y a ce clivage, ce bloc nationaliste, conservateur et religieux, pieux, qui ne bouge pas, qui va soit à AKP, soit à MHP, mais il ne va pas ailleurs. Ouais, je vous interromps pour faire réagir Nora Cheni sur le diagnostic sur ce régime. Voilà. Alors, cette histoire de diagnostic, ça fait des années qu'on nous pose à Ahmet Insel, à moi-même, etc., la question. Eh bien, cette histoire a masqué d'une certaine façon la façon dont on était embarrassé pour y répondre par oui ou par non, est-ce que c'est un dictateur, ce n'est pas un dictateur, etc. Eh bien, ça rencontre et ça recouvre un autre courant. On a répondu comment? On a répondu, on a dit il y a une dérive autoritaire. Ça fait des années qu'on dit que c'est une dérive. Les dérives, à un moment, ça arrive quelque part. Bon. Mais visiblement, celui-là, il n'avait pas l'air de vouloir arriver quelque part. Et c'était tout le temps, ça va vers quelque chose de totalisant, mais ce n'est pas encore là. Et encore aujourd'hui, on dit ça. Eh bien, ce courant-là, ce dilemme-là, rencontre la position de la presse écrite, en France, par exemple. Je reviendrai aussi après sur la presse écrite aussi en Turquie, mais en France. L'État français est embarrassé pour contredire ou critiquer Erdogan. Il a des affaires avec lui, les réfugiés, les intérêts économiques, etc. Je me demande si la presse doit lui emboîter à ce point le pas. C'est-à-dire que la presse... Vous trouvez que la presse française est complaisante envers le régime d'Erdogan? J'ai trouvé que jusqu'à ce titre Erdogan dictateur du Point, il y a donc 3 semaines, jamais la presse a osé vraiment égratigner et qualifier comme il faut le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Et pour vous, c'est un pouvoir dictatorial, qu'on comprenne et qu'on dise bien les choses. Si vous voulez. Non, c'est pas moi qui veux, c'est une question. Non. J'ai une Bible, si vous voulez, et qui s'inscrit dans des tabous en Turquie et en France. Moi, j'ai une Bible, c'est le livre de Hafner. Vous connaissez ce livre sur l'histoire d'un Allemand. Où ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est avant la prise de pouvoir par Hitler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, par petits bouts, la société renonce, la presse, tout ce qui peut être oppositionnel, renonce par petits bouts, par étapes, aux principes fondamentaux de on va dire pour aller vite, la démocratie et la cohésion sociale. Petit à petit. Et finalement, ils arrivent à un moment où ils ne peuvent plus bouger, où l'opposition ne peut plus bouger physiquement, ils sont armés, etc., etc. Eh bien, on n'en est pas là, mais il y a, en effet, étape par étape, il y a eu des abandons d'exigences vis-à-vis d'Erdogan. Erdogan a toujours dit ce qu'il voulait faire. Son opposition à la séparation des pouvoirs, il l'a dit il y a déjà quelque chose comme 5 ans, en inaugurant un hôpital à Konya, et où il a déclaré, voilà tout ce que nous faisons pour vous, mais nous voulons en faire plus, beaucoup plus. Mais il y a cette chose-là qui nous entrave, qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Mais nous y travaillons. Donc Erdogan a toujours dit ce qu'il allait faire. Et finalement, il y est arrivé. Hein. Et il y est arrivé avec l'autorisation, d'une certaine façon, que les élites en Turquie et en Europe lui ont donné d'une certaine façon. Hein. Les autorisations ou la
l'impossibilité. Il y a une sidération de Erdogan avant même qu'il soit dangereux de s'y opposer. Il y a eu une sidération. Et ça, on peut revenir là-dessus. Alors, on va revenir sur l'historique, mais je m'arrête un peu sur le présent encore quelques minutes. Yohannan Benaim, est-ce que vous voulez vous risquer à ce diagnostic du régime actuel? C'est un exercice un peu périlleux après seulement 3 jours de régime présidentiel. Mais disons que, pour essayer de faire un peu le point, on peut voir qu'on risque d'arriver face à un paradoxe assez intéressant, et malheureusement assez tragique aussi. C'est qu'on risque d'arriver dans une situation où on va avoir un régime présidentiel, où le président qui est censé avoir tous les pouvoirs, et qui a de fait tous les pouvoirs, va être aussi le président va aussi être le président d'un exécutif instable, parce que dépendant d'une coalition. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir sur certains dossiers, et c'est le cas par exemple sur la levée de l'état d'urgence, des dissensions au sein de la coalition, sur la levée ou non de l'état d'urgence, ou sur d'autres débats. Donc, vous dites que dans son propre camp, il risquerait d'y avoir des résistances entre Erdogan et le Parti de l'Action nationaliste. Il y a des dissensions sur certains points, notamment sur des questions de calendrier de levée de l'état d'urgence, sur d'autres points. Donc là, c'est un paradoxe. On a une autocratie, mais qui a en fait des limites qui sont le propre d'un gouvernement de coalition. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, depuis 2002, la légitimité de l'AKP, c'est le charisme du chef, qui est toujours très populaire, les bons résultats économiques. Aujourd'hui, la Turquie est en crise, et du coup, ça pose des questions aussi sur la stabilité de ce vote AKP, et bien entendu, les victoires électorales. Or, on a vu qu'aujourd'hui, l'AKP est dépendant d'une coalition, et le vote AKP tend à s'effriter. Alors c'est limité, mais c'est quand même là. La question est la suivante. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation, dans une autocratie, dont la légitimité reposait sur les élections, mais qu'est-ce qu'on fait si la dynamique se poursuit et que finalement le MHP rattrape son retard et que l'AKP, disons, perd en voix? Et ça, on va pouvoir le vérifier aux élections de mars 2019. Juste pour finir, la question, c'est est-ce qu'on risque pas, et là c'est la dictature, parce que si un exécutif, un régime présidentiel dans lequel on ne tient pas forcément compte des élections, c'est de la dictature. Mais la question, c'est il va y avoir un moment de tension où cette question de jusqu'où est-ce que Erdogan peut aller avec un AKP qui n'est plus majoritaire. Une réaction de Rachel. Moi, je trouve que le poids du MHP, des nationalistes, dans cette coalition, peut être négligeable. Et je pense qu'elle sera négligeable parce qu'à part un raidissement côté kurde, etc., ils n'ont la main sur rien. Les finances, c'est Erdogan. La police et l'armée, ça sera Erdogan. Les coups portés aux uns et aux autres de l'opposition, c'est Erdogan. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je veux dire, en plus, ce n'est pas un parti où il y a une idéologie, où il y a des réseaux. Les réseaux sont des réseaux de violence et un peu de mafieux, des choses comme ça. C'est très grave, ça peut être très grave. Mais il va pas lui dire à chaque moment je lâche les chiens, etc. Donc je pense que le MHP peut peser et que Erdogan aura beaucoup d'arguments pour le convaincre. Pour discipliner le MHP, une réaction d'Ahmet İnsel sur cette question-là? Le régime qui a été mis en place avec le soutien du MHP, officiellement, parce que MHP n'a pas voulu que ça s'appelle le régime présidentiel. Ça ne s'appelle pas officiellement régime présidentiel. Ça s'appelle officiellement régime du gouvernement présidentiel. C'est une nouveauté dans la littérature que la Turquie offre à la science politique, le régime du gouvernement présidentiel. Et MHP, effectivement, je suis plutôt d'accord avec Nora, MHP se croit aujourd'hui comme le parti, comme il a dit son président, nous sommes devenus le parti de contrebalance et de contrôle du gouvernement, en même temps nous sommes les alliés, mais ce qu'ils ont conçu comme architecture du régime, c'est que le président de la République, tant qu'il n'a pas une majorité totale constituée contre lui dans le Parlement, il passe outre. Il passe outre sans problème. Oui, c'est-à-dire, il a des décrets présidentiels. Non, mais il a des décrets présidentiels. Le seul moment où le Parlement a une autorité, c'est la loi. Le président ne peut pas émettre de légiférer.
Le monopole de législatif, le monopole de légiférer la loi, c'est dans le Parlement. Mais les décrets dont vous parlez, ça peut être sur quel genre de questions, par C'est exemple? dans tout, sauf dans les où le Parlement a voté une loi. Ça peut être dans tout, sauf peut-être dans les droits fondamentaux. Il n'a pas le droit. Sauf dans les droits fondamentaux. Mais ça peut être en économie, sur des économie, questions religieuses, en sociaux, sur les systèmes éducatifs, tout. Sauf si le Parlement a voté une loi là-dessus, le décret présidentiel tombe, devient caduc. Mais pour que le Parlement vote une loi contre le groupe parlementaire à Québec, qui dispose quand même de 45% des députés au Parlement, il faut que le parti d'extrême droite nationaliste, le parti social-démocrate, l'autre parti de droite nationaliste, plus le parti pro-Kurde, s'entendent, ce qui est impossible. Le parti d'extrême droite nationaliste et le parti pro-Kurde, c'est vraiment le diamétralement opposé. La raison d'être du parti d'extrême droite nationaliste, c'est de dire que le parti pro-Kurde doit être chassé du Parlement, plus que ça. Donc, Erdogan a tous les pouvoirs. Le Parlement, aujourd'hui, est une chambre, même pas d'enregistrement, parce qu'il n'a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Donc, est une chambre d'écho, comme ça, ils vont fonctionner. Évidemment, la politique est toujours pleine de surprises. Si un jour, il y a une dissension dans AKP, s'il y a un groupe parlementaire, une partie des parlementaires d'AKP qui en ras-le-bol d'être le pantin du président de la République, et bon, ça, nous ne savons pas. Au jour d'aujourd'hui, le président a tous les pouvoirs. Mais ce qu'a dit Tolaviran a été important, c'est que c'est un régime qui tient encore énormément sur les élections, ce qui d'ailleurs fait la différence avec les régimes autoritaires que nous avons connus ou les régimes totalitaires que nous avons connus au XXe siècle. La seule légitimité qu'il dispose, c'est toujours les élections. Et en mars 2019, nous avons les élections municipales. Tayyip Erdogan, à Istanbul, à l'élection présidentielle, il y a 3 jours, il a obtenu juste 50,0%. 50% à Istanbul. Istanbul représente 1/5 de l'électorat en Turquie. Ouais, donc, énorme. oui, 1/5 de l'électorat. C'est 10 millions de voix. 50%. Donc, aux prochaines municipalités, aux prochaines élections municipales, soit l'opposition, le front anti-Erdogan, ce n'est pas une opposition démocratique, hein. Ce n'est pas un front démocratique, il ne faut pas se voir. Il y a la droite nationaliste, mais c'est un front anti-Erdogan. Comme il y a une personnalisation du pouvoir, l'opposition aussi forcément personnalise son rapprochement. Est-ce que ce front anti-Erdogan va pouvoir sortir un candidat face au candidat d'Erdogan aux élections municipales? Peut-être dans ce cas-là, ils peuvent gagner les mairies d'Ankara et d'Istanbul et créer des espaces un peu de contre-pouvoir. Mais sinon, nous sommes partis pour 5 années de régime de l'homme unique. Autre point, pour nuancer le tableau d'un espèce de président qui contrôle bien entendu tout, mais qui aurait remporté une victoire absolue et éclatante. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder les scores du HDP, le parti kurde. D'accord, le parti kurde. Le HDP. Parce que pour la 3e fois consécutive, le HDP, malgré des conditions de scrutin et de campagne, parce que les conditions, c'est 2 choses différentes, les conditions de campagne, le HDP, comme l'a rappelé Ahmet Insel, a été particulièrement visé par la répression policière, des meetings n'ont pas pu se tenir, les militants... Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, Pérouse a parlé du coup de fil passé par le ministre de l'Intérieur à une coprésidente du parti HDP en disant « Votre place n'est pas au Parlement, on va vous chasser ». Ouais. On a 59 députés en prison. C'est la Selahattin Demirtas, donc le candidat qui était en prison. 59 9. 9. Monsieur, j'ai tendance à grossir les 9 chiffres. députés, ils avaient 59 députés au Parlement. C'est ça, je me suis trompé dans les chiffres. Ce qui est important, et sur les municipalités, c'est déterminant. Pourquoi ? Parce que les municipalités ont été remplacées par les maires kurdes ont été remplacés par des administrateurs, alors même que ça faisait presque 2 décennies que le parti kurde tenait les municipalités, notamment dans le sud-est et dans les régions kurdes de Turquie. Donc ça a été des conditions de campagne très difficiles pour le HDP, et malgré cela, il passe le barrage à 11,7, ce qui est un score quand même assez honorable. Il se maintient malgré des baisses dans les régions kurdes. Oui, ils ont à peu près perdu 10% des voix en moyenne. Mais dans ils les étaient régions déjà kurdes. très hauts. On parle de régions où, dans beaucoup, ils sont à plus de 70%. Donc, ils restent très hauts dans les élections. Et enfin, et c'est là, à mon avis, une dynamique très intéressante de ce vote-là, ils gagnent des voix à l'ouest.
Et non seulement il gagne des voix, mais lorsqu'on regarde... C'est-à-dire hors des régions kurdes. Hors des régions kurdes, et notamment dans les régions qui ont voté majoritairement Ince. Majoritairement pour le parti, pour le candidat de la coalition kémaliste. Ce qui veut dire que lorsqu'on regarde les reports de voix, on a à l'ouest des régions dans lesquelles il y a une différence entre les gens qui ont voté aux législatives pour le HDP et les gens qui ont voté au présidentiel pour Selahattin Demirtas, le candidat du HDP. C'est-à-dire qu'on a dans les régions de l'ouest beaucoup, en tout cas une part de l'électorat non négligeable, qui ont voté pour un ticket législatif pour le HDP, présidentiel pour Muharrem İnce. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose de très important à noter parce que c'est la preuve, même si ça c'est pas une dynamique massive, c'est une dynamique qui est importante, mais pas massive, c'est la preuve que le pari du HDP est gagné. C'est-à-dire l'un des paris, c'était de turquifier de faire un parti qui vient de la tradition politique kurde, mais qui s'inscrit dans la durée dans le paysage politique de la Turquie, aussi à l'ouest. Et qui s'inscrit plutôt, pour ceux qui nous écoutent, comme un parti plutôt de gauche très progressiste. Très progressiste. Mais alors, il y a quand même quelque chose. On ne peut pas penser... Certes, il y a des élections, mais ce qui est exclu, et là je suis d'accord avec ni avec Ahmed, c'est l'alternance. C'est-à-dire que l'alternance est quelque chose d'exclu dans cette histoire. Pourquoi ? Parce que chaque fois, plus le temps passe, moins les conditions démocratiques sont respectées. Plus la chape s'épaissit, moins l'opposition peut s'exprimer. Regardez les conditions de l'élection de 2015 et les conditions de l'élection aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, il n'y a plus de presse. Entre-temps, en 2015, il y avait une presse d'opposition, il y avait des médias d'opposition. Ils ont disparu. Erdogan les a fait acheter, il en a créé de nouvelles. Il n'y a... Pardon ? Ou fermées. Ou fermées. Voilà. Et donc, ça, c'est un exemple, mais on peut les multiplier. Donc, il n'y a pas, je n'appelle pas ça des conditions d'élection voilà, de ce pays. Ces élections, finalement, n'en sont pas, dans la mesure où tout ce qui est... Ces élections se sont passées dans un contexte d'état de siège, état d'urgence, des élections anticipées. Il y a énormément de raisons pour lesquelles il est hors de question d'appeler cela des élections normales démocratiques. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas des vrais... C'est une vraie consultation dans des conditions truquées, et elles sont de plus en plus truquées, de moins en moins favorables à la démocratie. Qu'une alternance soit possible. Donc, je m'arrête un peu sur les aspects du régime intérieur pour essayer de penser la Turquie dans son espace et vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que, Yohannan Benaim, vous avez écrit dans un article récent pour la revue Mouvement que peut-être la Turquie avait été jamais aussi présente militairement à l'extérieur, en tout cas dans son environnement proche. Est-ce que l'élection qu'on a connue aurait pu changer quelque chose ? Je pose la question différemment. Est-ce que l'opposition à Erdogan a une politique étrangère alternative à ce qu'il fait, c'est-à-dire beaucoup d'engagement dans l'environnement proche et un éloignement vis-à-vis de l'Union européenne, sauf pour faire ce traité où il bloque les réfugiés pour pas qu'ils arrivent en Europe. Est-ce qu'il y avait une alternative en face ? Alors, l'opposition menée par Muharrem İnce, donc l'opposition, disons, du parti kémaliste et l'opposition du İYİ Parti, donc le bon parti de Meral Akşener, avaient des positions qui, sur deux dossiers principaux, étaient différentes. Premièrement, sur l'Union européenne, ces deux partis se distinguaient par la volonté de renouer notamment avec l'Union européenne et de se rapprocher de l'Union européenne et d'en finir avec un discours très agressif à l'encontre de l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième dossier, c'est par rapport à la Syrie. Les deux partis étaient favorables à un rapprochement avec le régime de Damas. Ça, c'est intéressant parce que du côté occidental, je généralise un peu, et notamment français, on a tendance à voir l'opposition à Erdogan comme plutôt des gens sympathiques parce qu'ils s'opposent à quelqu'un qui est en pleine dérive autoritaire, mais disons que par rapport à Bachar el-Assad, ça donne une image, en tout cas, de cette opposition un peu moins sympathique tout de suite. Mais sur la question syrienne, Recep Tayyip Erdogan a, disons, jusqu'en 2015, où là, la priorité a changé, ça a été vraiment la lutte contre le PKK qui a dominé l'agenda en Syrie,
Mais encore maintenant, il continue à soutenir l'opposition syrienne. Alors bon, aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais depuis 2012, en tout cas, Erdogan et l'AKP ont soutenu l'opposition syrienne. Et en fait, il faut bien comprendre que ça participe aussi du raidissement autoritaire. Parce que ça importe en Turquie un discours qu'a rappelé Nora Sheni sur la polarisation identitaire. Donc Erdogan s'est fait aussi à mobiliser un discours pro-sunnite où les Syriens réfugiés en Turquie étaient des frères parce que sunnites opposés à un régime qui était souvent décrit en des termes, disons, négatifs parce que non sunnites, parce que alaouites. Deuxièmement, chez l'opinion publique turque, ça a aussi, disons, alimenté un désir d'ordre, de stabilité face à ce qui se passait chez le voisin. Et enfin, bien entendu, ça a favorisé, les évolutions syriennes ont favorisé le rééclatement du dossier kurde, c'est-à-dire la reprise de la guerre et l'invasion de la Syrie par les troupes turques. Est-ce que, sur ce point-là, Muharrem İnce, est-ce que les autres, disons, candidats auraient été différents? Non. C'est-à-dire qu'à mon avis, les options auraient été différentes. En d'autres termes, si d'autres candidats avaient gagné les élections présidentielles, il y aurait eu un rapprochement à Damas, mais toujours pour objectif d'écraser le PKK en Syrie et d'écraser le PKK en Irak. Donc la présence militaire, c'est un espèce de... c'est un consensus en termes de politique étrangère. D'écraser la guérilla d'écraser le PKK, la guérilla kurde. Il y aurait eu une position moins belliqueuse vis-à-vis de l'Occident en général. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu des bouffées comme ça de haine vis-à-vis de l'Union européenne ou des États-Unis, etc. Et les choses, la discussion, les négociations se seraient passées dans un climat moins entaché de chantage divers et variés, les réfugiés d'une part, etc. Ça, c'est pour la dernière partie de la politique étrangère, là, on va dire de ces 2 dernières années. Sinon, je pense qu'il y aurait... Sur les réfugiés, il y a une différence de position aussi, sur les réfugiés syriens. Tayyip Erdogan et les électeurs d'AKP font une question d'honneur d'accueillir et de ne pas du tout manifester quelque gêne que ce soit par leur présence. Ils sont dans une logique de fraternité sunnite-musulman. C'est nous accueillons, etc. L'opposition, c'est dans l'opposition qu'on retrouve une irritation montante vis-à-vis des réfugiés. D'ailleurs, Muharrem İnce, il a dit 2 choses. Si je suis élu président de la République, la première chose que je ferai, c'est le rapprochement qui est évoqué. Je nommerai un ambassadeur à Damas. Actuellement, il n'y a pas d'ambassadeur à Damas. C'est l'ouverture des... Et puis, deuxièmement, nous allons faire en sorte que la paix revienne en Syrie et nous accompagnerons dans la gaieté tous les réfugiés vers la Syrie. Ça, c'était l'image. Bien sûr qu'ils ne pourront pas faire les 3 millions, mais ça montre un peu ce que veut bien entendre l'opposition dans la question des réfugiés syriens. Parce que l'opposition kémaliste, particulièrement, considère les Syriens comme un peu les troupes mobilisées pour Erdogan. Il y a 30 000 Syriens qui ont obtenu la nationalité aujourd'hui et ils ont voté le 24. C'est rien, sur 50 millions de votants, 30 000 Syriens. Mais à terme, il y aura de plus en plus de Syriens. La moitié des Syriens sont en moins de 18 ans, donc ils vont probablement avoir la majorité de leur nationalité. Ils vont rester, 1 million et demi vont rester en Turquie, quoi qu'il arrive. Et vous dites que ce sera une base d'appui pour le régime. Pour l'opposition, c'est comme ça. Je ne pense pas que ce soit aussi caricatural. Mais pour l'opposition, les Syriens, aujourd'hui, c'est une sorte d'apport de voix et de soutien supplémentaire. Il n'y aurait pas... Erdogan a une politique de frères musulmans. Donc, il y aurait l'abandon de cette proximité. Oui, bien sûr. Qatar aussi, sur la question de... Concrètement, sur les réfugiés, on est dans un pays où vous avez une tradition d'ingénierie démographique, on peut le dire comme on veut, mais en gros de changement des populations à des endroits stratégiques. Depuis des décennies. Depuis des décennies, voire depuis la fin de l'Empire ottoman. Depuis l'Empire ottoman. Bien sûr. Qui fait que ça alimente ces peurs-là. Chez les populations kurdes,
il y a la peur du remplacement par la ceinture arabe. Les Alévis aussi. Bien, et chez les Alévis, c'est extrêmement puissant. Les Alévis qui est une minorité, religieuse. Deuxièmement, sur la question, on est aussi dans un pays qui a des capacités d'intégration très fortes. En 90, c'est 1 million de Turcs de Bulgarie qui sont intégrés en peu de temps. Là, les populations ne sont pas turcophones, mais ils apprennent le turc. Et on est dans un pays où les vagues d'émigration s'intègrent. Donc, on est dans les Iraniens. Les Iraniens, c'est pareil. Après 79, il y a 1 million d'Iraniens, on ne le voit plus du tout, mais ils sont totalement intégrés. Et il ne faut pas oublier, enfin, que, et là, sur la question syrienne, ces populations-là, elles ont une dette envers l'AKP. Oui. Bien entendu qu'ils ils sont favorables à ce gouvernement-là, qui les a accueillis. Un dernier point, cependant. Pour revenir sur la question qu'évoquait Nora Cheni. Les Européens et les gouvernements européens ont une très grave responsabilité dans cette situation-là. Parce que c'est eux qui participent à renforcer le pouvoir de Erdogan en légitimant ce discours-là. Absolument. Et ça va plus loin, puisque l'Union européenne donne de l'argent. 80 millions d'euros ont été donnés à la Turquie pour et c'est un minimum, pour des technologies de surveillance de la frontière. Donc l'Union européenne, pour empêcher que les réfugiés, que les exilés viennent en Europe. Exactement. Et bien avant ça, sur la frontière turco-syrienne, on a un mur qui est construit. 900 km de murs qui ont été construits. Et l'Union européenne finance ce mur-là, finance cette politique de fermeture frontalière et cette politique de contrôle migratoire qui est désastreuse sur le plan humanitaire. Et si on veut aller un peu faire l'historique de l'affaire, Erdogan avait d'excellentes relations avec l'Union européenne au moment où il est venu au pouvoir. Il s'est d'ailleurs adossé à l'Union européenne pour régler son compte à la mainmise de l'armée sur la vie politique. Et ça aurait pu continuer là-dessus. Une hypothèse, on ne fait pas l'histoire deux fois différemment comme ça, mais bon. Il n'y avait pas à ce moment-là de raison. Erdogan, s'il y a quelque chose sur lequel je suis assez sûre, il n'est pas venu avec un agenda secret. Où il aurait, c'est peut-être, j'anticipe un peu sur le débat, mais voilà. Mais ça aurait pu être des négociations de façon beaucoup plus pacifique à partir du moment où, en 2005, la Turquie a été reconnue comme candidat officiel du temps de Chirac, Gerhard Schröder. Et au moment où Angela Merkel, associée à Sarkozy, a déclaré, avec d'ailleurs Sarkozy, que la Turquie n'avait aucune chance de rejoindre l'Union européenne, c'est à ce moment-là, ce n'est pas à cause de ça, je ne me mets pas de causalité, mais c'est synchrone. À ce moment-là, Erdogan a commencé à se tourner vers les pays arabes musulmans, et du point de vue commercial, économique, etc., et du point de vue influence. D'accord. Alors, justement, vous m'amenez vers ce sera la dernière question que je vais vous poser. C'est un peu la question à 1 000 €, mais c'est aussi dans cette volonté de remettre un peu à l'épreuve les différentes thèses qu'il y a eu sur qui est Erdogan et quelle est la force qui est derrière lui. Je le disais quand on se voyait avant d'arriver dans ce plateau, moi j'ai des souvenirs j'étais un plus jeune étudiant, au moment où Erdogan arrive au pouvoir, on a plusieurs interprétations qui s'affrontent, et les deux plus radicales sont d'un côté ceux qui disent « Ah ben formidable, on va avoir un musulman démocrate, un peu comme on a eu des chrétiens démocrates en Europe », et ce que vous avez rappelé, c'est qu'effectivement Erdogan s'appuie d'ailleurs sur le droit européen pour régler un certain nombre de problèmes autoritaires en Turquie liés à la place de l'armée. Et puis de l'autre côté, ceux qui disent toutes ces références, tout son parcours indique dans l'islamisme politique qu'il va faire quelque chose il va avoir un parcours autoritaire. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter ce qu'il dit. C'est cette fameuse phrase sur la démocratie, c'est comme un autobus, c'est juste un moyen, et quand on est arrivé au terminus, on en descend. Bon, et donc la question que je voulais vous poser, c'est au fond, est-ce que tout ça, c'était écrit, quoi ? Est-ce que cette trajectoire d'Erdogan, cette dérive autoritaire qui arrive aujourd'hui au pouvoir d'un seul, est-ce que c'était quelque part dans les gènes ? C'était écrit et évitable. Est-ce que c'était dans les gènes, ou est-ce que l'histoire aurait pu être autrement ? Vous savez, déjà en Turquie, l'autoritarisme n'est pas apparu avec l'arrivée au pouvoir de Tayyip Erdogan, ni dans les années 2010. Si on regarde l'histoire de la Turquie contemporaine,
il y a 2 ou 3 permanences majeures. Le nationalisme, qui couvre une partie très importante du champ politique et social, et puis deuxièmement, l'autoritarisme. L'autoritarisme a été déjà à l'origine, au fondement de la République. Ce n'est pas une République démocratique qui a été instaurée, c'est une République autoritaire. Il y a eu un parti unique. Un parti unique, c'était un régime d'un seul homme aussi pendant longtemps. Et par la suite, une dérive démocratique peut-être, une dérive démocratique qui s'est instaurée plus ou moins bien avec des ruptures autoritaires, coup d'État. Et Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir avec un régime, une institution qui s'y prête énormément à l'autoritarisme. C'est-à-dire que Tayyip Erdogan Tayyip Erdogan arrive d'une certaine manière, non pas sur la partie de laïcité, sur la partie culturelle, mais sur la partie conception politique du rapport de l'État à la société. C'est, je dirais, l'aboutissement du rêve des militaires en 1980. C'est l'homme total qui contrôle la société et, bien entendu, les militaires, ils auraient eu d'autres tendances culturelles, d'autres dimensions sur la formation sociale. Ça, c'est l'autre côté. Mais il y a cette permanence autoritarisme. Tayyip Erdogan a parfaitement raison, est quelqu'un qui est d'abord un homme politique qui veut arriver au pouvoir et garder le pouvoir par tous les moyens démocratiques, les moyens non démocratiques. À partir du moment où les moyens démocratiques le favorisent, il va être démocrate. Il est arrivé au pouvoir à un moment où, dans la société turque, il y avait une demande de changement, un ras-le-bol de crise, une crise politique énorme, une crise économique très importante en 2001, une perte de crédibilité des partis traditionnels. Et Tayyip Erdogan est arrivé avec une promesse sur l'entrée de la Turquie à l'Union européenne qui était déjà obtenue par le gouvernement précédent. Et il a pris cette promesse, il l'a transformée en un projet. Il est devenu le plus européaniste des hommes politiques de l'époque. Son projet, c'était de rester au pouvoir en faisant entrer la Turquie à l'Union européenne, une sorte de deuxième Atatürk, mais cette fois-ci en achevant le projet d'occidentalisation. Culturellement conservateur, mais achever le processus d'occidentalisation. La fermeture de cette porte européenne lui a mis une trajectoire différente. Il n'est pas démocrate de cœur. Il est autoritaire, il a une formation d'islamiste, et en même temps, la force de la démocratie, je crois, c'est de rendre les gens de ce type, les gens qui ont cette formation, de les tirer et de les ancrer dans la démocratie. Nous avons raté cette occasion. Voilà, j'aime beaucoup le « nous avons raté l'occasion » parce que ça met l'accent sur la société civile. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a une autre... Erdogan a pu inscrire une rupture dans l'autoritarisme, justement, parce que c'est la première fois qu'un gouvernement a dit « nous sommes ici à votre service. Oui. L'État est à votre service. » Et l'État, jusque-là, c'était les citoyens qui étaient au service de l'État. Donc, ça, c'était déjà une inversion qui a très, très bien marché et qui a rompu. Là où il y a une responsabilité aussi de la société civile, c'est que... il n'y a pas eu suffisamment, il n'y a pas eu d'interrogation. Il y avait, c'est un bonhomme qui a un profil très mélangé. Il vient d'une mouvance qui est nationaliste, raciste, la vision nationale, et qui était antisémite. Surtout antisémite. Dont l'antisémitisme était son emblème. Est-ce que la société civile, les élites post-kémalistes qui en avaient marre du kémalisme et qui voulaient absolument faire confiance à Erdogan, lui ont demandé de rectifier, lui ont demandé des comptes sur cette position-là? Non. Non. Donc, aussi, est-ce qu'ils lui ont demandé des comptes sur cette conception de la démocratie? Pas vraiment. Mais surtout sur le racisme dont ils auraient pu... Ils ont hérité, aucun compte ne leur a été demandé. Donc, la société civile, les élites ont laissé passer
il était amendable pendant tout un moment. On ne l'a pas fait. Et quelque chose a été manqué. Alors donc, cet antisémitisme, on le retrouve aujourd'hui comme projet politique éducatif. Vous demandiez tout à l'heure, qu'est-ce qui va changer en Turquie? L'éducation, les nouvelles générations. Et ça va... Alors, justement, vous m'avez demandé de... je fais un appel à Benjamin en régie. On ne savait pas si on devait passer ces images-là. On les voit à l'écran. C'est des images que vous m'avez communiquées juste avant qu'on fasse le plateau. Donc ça, c'est dans des écoles et ce sont des inscriptions antisémites. Alors, pour ceux qui ne savent pas lire... Ce sont des poèmes. Il y en a, les deux, ce sont des poèmes. C'est le poète Necip Fazıl Kısakürek qui est en haut et qui est un peu le poète national de la droite. C'est l'équivalent de Nazım Hikmet, mais de la droite. Et l'autre, c'est Zahi Karakoç, c'est le poète préféré de Tayyip Erdogan, c'est le poète nationaliste. Mais qu'est-ce qu'ils disent du point de vue sur les... Moi, je ne vois plus là, d'ici. Bon. C'est surtout l'autre qui est la seconde, la première qui est plus simple. Aussi, voilà, celle-là. Yahoudi, ça veut dire... je la connais par cœur. Le juif veut dire traître. Le juif, c'est celui qui vous frappe par derrière et... qui ne tient pas sa promesse. Et qui ne tient pas sa promesse, et puis, je ne sais pas quoi. Ce sont des panneaux pédagogiques qui sont dans les... Et il ne sait que tuer l'opprimé. Voilà. Donc, et les autres poèmes sont toujours cités, c'est ça, qui sont toujours de même tenue. Donc, ce sont des panneaux pédagogiques. Voilà. Donc, ce sont des écoles publiques. Ce sont des panneaux qui ont été faits à l'occasion de Jérusalem, évidemment, puisque là, c'est le troisième panneau, ça concerne le Jérusalem. Donc, ce que vous nous dites, je m'excuse parce qu'on va devoir bientôt clore le débat, c'est qu'au fond, la société civile a aussi manqué beaucoup de choses pour empêcher cette... Il y a eu des tentatives, par exemple, sur les génocides arméniens. Absolument. Il y a eu des tentatives. Sur les génocides arméniens, on a lancé un débat... On a avancé, maintenant on recule totalement. Depuis 2 ans, tous les acquis commencent à partir. Il y a eu des tentatives. Sur la question de l'antisémitisme, probablement on était moins sensé parce qu'il montrait moins sur place. Mais c'est vrai qu'il y a une complaisance de la société civile, de la gauche en général, sur ces questions-là, parce que la question kurde vient toujours au premier plan. Et quand la gauche pense au racisme, pense plutôt à la question kurde, et la question antisémite reste au second plan, peut-être aussi parce qu'ils sont aussi quelque part antisémites. Yohannan Benaïm, vous aurez le dernier mot, je l'annonce tout de suite. Il faut aussi comprendre, c'est difficile de juger une partie de la société civile, les intellectuels qui ont fait ce choix aussi à un moment où l'armée était encore puissante, et si Erdogan est bien monté dans le train de la démocratie pour ensuite descendre. C'était le tramway. En un sens, une partie de la société civile a aussi soutenu l'AKP pour sortir du régime sécuritaire où l'armée tenait des choses. Et le problème, en effet, c'est que au moment il y a eu un retournement. Et surtout, il y a eu plusieurs crises avec Gülen, avec la Syrie, avec le PKK, etc., et le coup d'État, bien entendu, qui ont fait qu'il y a eu un raidissement autoritaire auquel la société civile n'était pas prête. Est-ce que je peux ajouter une dernière phrase? Alors, très courte. Très courte. Dans 5 ans, pour les prochaines élections législatives, présidentielles, on ne reconnaîtra plus la Turquie à cause de la mutation de l'éducation. Right. L'éducation sera religieuse, non mixte. Erdogan voulait une jeunesse religieuse et haineuse. Il va l'avoir. Oui. Du coup, la question dernière phrase, qui nous reste vraiment sur le long terme, c'est que pourquoi nous n'arrivons pas à sortir de l'autoritarisme? On va s'arrêter sur cette grande question. Je vous remercie. Le débat a été riche et on doit le terminer. Il se poursuivra à Mediapart et ailleurs.